Bonjour à tous. Nous sommes ici aujourd'hui pour discuter d'un thème très important et je souhaite vous recevoir ici pour ce webinaire qui va porter sur les politiques de protection sociale. Nous allons parler de l'expérience du Mozambique, du Vietnam et de la Zambie. Comme vous le voyez, en 2016, l'OIT a lancé un partenariat pour soutenir la Zambie, le Malawi, le Mozambique, le Vietnam et la Tanzanie dans des domaines de croissance inclusive, de protection sociale et dans le domaine du travail. Le programme de partenariat entre l'OIT et Irish Aid de 2023-25 se centre sur l'expansion de ce système de protection sociale dans ces pays. Ce webinaire va viser à faciliter le dialogue et l'échange de connaissances et va se concentrer sur la mise en œuvre des politiques sociales et locales pour la protection sociale et le renforcement de capacités aussi. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir quelle est la situation actuelle dans le domaine des efforts réalisés par les différentes parties prenantes pour promouvoir la meilleure réponse au niveau des genres dans le domaine des politiques de protection sociale et pour démontrer les exemples et pour montrer les exemples que nous avons concernant les politiques de protection sociale. Nous allons parler des différents travaux qui ont été faits, des recherches, du renforcement de compétences et je serai donc le modérateur de ce webinaire. Je suis Félix Manguet, je suis responsable technique à l'OIT, Organisation internationale du travail. Nous allons voir un petit peu le programme de notre webinaire. Ce webinaire sera enregistré. L'enregistrement pourra être envoyé à tous les participants après la séance. Nous avons un système de sous-titrage en direct, sous-titrage généré par l'intelligence artificielle. Vous pouvez utiliser la partie du chat. Vous pouvez vous présenter, faire des commentaires, envoyer des liens qui vous paraissent utiles dans le cadre de cette réunion. Vous pouvez aussi envoyer les questions et les réponses que vous avez à travers la partie de Q&A. Si votre question est destinée à quelqu'un en particulier, vous pouvez le préciser. Nous avons un système d'interprétation en direct et en simultané en français, portugais et vietnamais. Vous pouvez sélectionner la langue que vous souhaitez écouter dans la partie des outils de Zoom en bas à droite. Nous avons aussi un service d'interprétation en signes pour les malentendants. Je vous présente ici notre ordre du jour. Donc, après cette présentation, mon ouverture, nous allons avoir une première présentation. Je présenterai les intervenants. Ensuite, nous entendrons donc l'intervenant du Mozambique, ensuite de Zambie, ensuite du Vietnam et ensuite de Zambie. Ensuite, nous aurons une séance de questions et de réponses pendant 40 minutes et nous conclurons notre webinaire. Donc maintenant, je vais vous présenter les intervenants. Nous avons Finn, donc, responsable de la Zambie, de l'OIT, Monsieur Falangue, qui est le directeur exécutif de la plateforme de protection sociale et civile de Mozambique. Ensuite, nous avons Dao Tefi, qui est responsable général de politique et du département légal du Vietnam pour les syndicats des femmes vietnamiennes. Et finalement, nous avons Mouya Mia, qui est donc responsable des politiques concernant les personnes handicapées de l'OIT. Et maintenant,
Je vous remercie tous pour votre participation et j'invite Finn qui fera la première présentation. Finn, allez-y, vous avez la parole. Merci Félix. Est-ce que vous pouvez afficher mes diapositives, s'il vous plaît? Merci. Alors, bienvenue à ce séminaire. Je vais être relativement bref. Je vais vous présenter les aperçus des interventions en faveur de l'inclusion dans le cadre de l'actuel partenariat entre l'Irish Aid et l'OIT. Je vais vous parler de travaux qui ont été faits dans notre pays, mais pendant cette présentation, ce que je souhaite faire surtout, c'est vous donner une idée de ce qu'est ce projet Irish Aid et de vous parler de la politique de protection sociale inclusive mise en œuvre et des transformations qui ont eu lieu grâce à ces actions, à la mise en œuvre de ces actions, et nous donnerons la parole à des collègues à moi qui parleront de leur expérience. Prochaine diapositive. Donc ce projet est un projet qui vise à la couverture de protection sociale afin qu'elle soit étendue et améliorée dans le but d'accroître l'inclusivité et l'adéquation des prestations. Deuxième point, nous voulons analyser la gouvernance du système de protection sociale et de l'améliorer afin de renforcer sa capacité administrative. C'est un point important que nous voulons mettre en œuvre parce que cela va permettre de garantir la durabilité de ce système de protection sociale et d'être sûr qu'il sera appliqué dans toute son ampleur. Troisième point, une culture inclusive de la protection sociale qui est promue en veillant à ce que les capacités des dirigeants et des praticiens soient renforcées et que les groupes vulnérables soient informés des droits et des services en matière de protection sociale. Alors, pourquoi se concentrer sur l'inclusion? Eh bien, la politique ne laisser personne en arrière est une politique que l'on appellera en anglais LNOB, est la promesse centrale transformatrice de l'agenda 2030 pour le développement durable. La LNOB nous oblige à nous concentrer sur la discrimination et les inégalités qui sapent l'action des personnes en tant que titulaires de droits. La LNOB va nous amener donc à nous centrer sur ces discriminations et les couvertures limitées, la fragmentation, l'approche inadéquate continue à donner lieu à des problèmes dans les régions en développement, surtout dans les groupes tels que femmes, enfants, handicapés et autres laissés pour compte. Par ailleurs, la pauvreté, la vulnérabilité au Malawi, en Zambie, au Vietnam, a donné lieu à des chocs dans la région qui sont également liés au changement climatique et ces lacunes doivent être comblées si nous voulons atteindre les objectifs de développement durable. Par conséquent, le partenariat qui existe actuellement entre l'OIT et l'Irish Aid est important pour aborder ces questions et ce partenariat s'appuie sur les partenariats mondiaux pour promouvoir l'inclusion et ne laisser personne en arrière. Alors, comment est-ce que l'on fait pour ne laisser personne en arrière? Prochaine diapositive. Nous pouvons penser à des politiques d'inclusion qui nous permettent de soutenir les droits des personnes handicapées, par exemple. Pendant ce séminaire, vous allez entendre parler de certaines des choses que nous faisons pour renforcer les capacités
au niveau national et international pour soutenir l'élaboration des politiques et la mise en œuvre d'une protection sociale inclusive. Il y a aussi des exemples dans lesquels les projets qui vont soutenir les parties prenantes, vont permettre de développer des produits de recherche et de connaissances, y compris des enquêtes sur l'accès à la protection sociale pour les personnes handicapées et les minorités techniques afin de soutenir les réformes. Et nous présenterons différents exemples. Par exemple, nous ferons une analyse de la situation de la protection sociale au Vietnam et dans d'autres pays. Prochaine diapositive. Nous pouvons aussi penser au fait de soutenir les droits des personnes âgées et l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est une manière de renforcer l'inclusivité de ces politiques sociales. Défendre et soutenir l'élaboration de politiques qui soutiennent les moyens de subsistance et la sécurité des revenus des personnes âgées. Élaborer des programmes de protection sociale qui tiennent compte des différences entre les genres et qui comprennent cela dans leur politique. Et finalement, prochaine diapositive, soutenir les pauvres et les vulnérables, y compris les travailleurs de l'économie informelle. Dans les pays où nous sommes présents, comme par exemple le Vietnam, la Zambie, le Malawi et le Mozambique, il y a des groupes de travailleurs qui sont des travailleurs de l'économie informelle. Et le fait de les soutenir, de travailler dans le domaine de la recherche, du plaidoyer et du dialogue en vue d'étendre la protection sociale aux travailleurs, aux pauvres et aux personnes vulnérables de la société est une manière concrète de soutenir la protection sociale et d'aider ces personnes. Cela va nous permettre de soutenir l'inclusion de ces pauvres vulnérables dans les régimes nationaux de protection sociale, ces personnes qui très souvent ne vont pas avoir ne vont pas être pris en compte dans cette économie informelle. Il faut aussi inclure l'expansion des services de santé et de la couverture de services de santé à ces personnes. Sans plus tarder, je vais maintenant laisser les intervenants venant d'autres pays prendre la parole et donner des exemples de ce qui se fait dans leur pays. Et Félix s'occupera de modérer les discussions. Merci Finn. Merci pour cette présentation et cet aperçu de la situation avec ce que fait l'Irish Aid et le partenariat de l'OIT. Je crois que vous avez abordé des thèmes clés et c'est un plaisir de voir ces photos qui nous parlent de cette inclusion à différents projets. Donc, sans plus tarder, nous allons maintenant donner la parole aux intervenants des différents pays qui vont présenter des exemples d'activités qui tiennent compte justement de l'inclusion dont nous venons de parler. Et je vais inviter Madame Finn qui va nous présenter, qui est, la directrice générale pour le syndicat des femmes vietnamiennes. Allez-y. Merci. J'aimerais tout simplement partager mon écran. Eh bien, nous pouvons bien visionner votre écran. Vous pouvez commencer. Merci de m'avoir invité à partager quelques aspects sur la protection sociale au Vietnam.
J'aimerais faire une présentation sur l'Union des femmes du Vietnam et la collaboration avec la OIT. Nous avons une collaboration alors avec cette organisation. Nous avons représenté les femmes vietnamiennes en matière de mobilisation, d'égalité des genres. Pour pouvoir effectuer nos tâches, nous avons une collaboration avec plusieurs organisations. Et bien que durant cette présentation, je vais me concentrer sur la collaboration. Le pays du Vietnam a un système de sécurité sociale assez développé, y compris un système d'assurance maladie et un système de assurance en général qui couvre une large gamme d'activités. Comme nous pouvons voir en bas de l'écran. Brièvement, nous allons parler de la couverture en matière de sécurité sociale au Vietnam. Notre pays a beaucoup progressé en matière d'atteindre la couverture en matière d'assurance maladie. Nous avons réussi à couvrir plus de 90% de la population avec notre assurance maladie. C'est à travers le système de sécurité sociale. Nous avons également un système d'assurance sociale pour la population active. Nous avons alors un système qui est conçu pour aussi un groupe qui couvre 3,5% de la population. Et nous avons également un système d'assurance chômage qui couvre presque 40%, 34,8% de la population. Également, nous avons la pension de retraite pour les personnes âgées qui couvre 35% des personnes. Le Vietnam a beaucoup progressé en matière d'éteindre la couverture pour le système des pensions de retraite. Plus de 35% de la population à un âge de retraite sont couverts par notre système de pension de retraite. Ça est équivalent à 5 millions de personnes. Pourtant, il y a toujours quelques brèches des genres en matière de sécurité sociale et protection sociale. Premièrement, nous avons des lacunes en matière de couverture. Les femmes quittent le système d'assurance sociale à un rythme élevé pour de nombreuses raisons. En particulier la responsabilité des soins, c'est-à-dire elles sont les responsables de fournir des soins aux personnes âgées ou aux enfants et c'est pour ça qu'elles quittent le système d'assurance sociale. Et voilà, on peut regarder le graphique. Alors, il y a des bénéfices à court terme aussi qui sont coupés pour les femmes et qui sont interrompues. Nous avons également, il y a une couverture en matière de pension de retraite qui est aussi inégale, comme vous le voyez. 16% de personnes des 65 ans ont une assurance, une pension de retraite. Alors, la brèche est devenue plus large. Oui, pardon de vous interrompre, Madame Dao, mais nous avons quelques soucis de connexion de votre part. Il est vraiment très difficile de vous écouter parce qu'il y a plusieurs interférences et interruptions de votre part.
Nous vous entendons, mais avec des interruptions. Alors, pouvez-vous faire une petite pause de quelques instants? Nous allons permettre à un autre présentateur de faire sa présentation pendant que vous améliorez votre connexion. Alors, nous allons reprendre à partir de cette slide et nous allons vérifier votre audio et ensuite nous allons reprendre avec votre présentation. Mais après avoir écouté quelqu'un d'autre, nous allons passer à notre responsable au sein de l'OIT, Mouya Mouya, et qui va fournir sa présentation pendant que la connexion de Madame Dao s'améliore. Mouya, alors c'est à vous de prendre la parole pour que vous nous informiez de ce qui se passe en Zambie. Alors, merci. Je vais partager mon écran maintenant. Alors, j'aimerais que vous confirmiez si vous pouvez m'entendre. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez visionner mon écran? Oui, Mouya, je vois la présentation de votre part. Merci beaucoup. J'aimerais commencer pour dire que un des exemples que nous avons à partager appartient à la Zambie. C'est sur le système d'information de gestion de personnes handicapées et aussi la certification des personnes handicapées en Zambie. Notre expérience. J'aimerais mentionner que ce travail a été soutenu par le gouvernement de Irish Aid et le gouvernement irlandais alors, et aussi les partenaires le UNJP, et le gouvernement suédois. Alors, je vais passer en revue le profil de notre pays sur les données en matière de personnes handicapées, les statistiques, un peu de la législation, aussi notre intervention de la part au côté OIT, les challenges pour mettre en place la certification de personnes handicapées en Zambie et les prochaines étapes. Alors, si nous regardons la Zambie, nous avons des données qui ont été disponibles depuis les années 80. Mais le principal défi a porté sur la prévalence des personnes handicapées en Zambie. En 1980, nous avons vu que dans la population nationale, 1,6 personnes avaient une en handicap. 10 années plus tard, la réduction a été a été jusqu'à 1%. 10 ans plus tard, nous avons constaté une augmentation de 2,7% des personnes handicapées. C'est-à-dire que les définitions et les méthodes de recueil des données, non seulement en Zambie, mais dans différents pays, montre que nous avons fait face à certains défis. Alors, si nous regardons une analyse plus détaillée que nous avons menée, par exemple, nous avons mené une enquête en 2015 au niveau national, même chose pour 2006. Cela montre un progrès. Oui, je me suis arrêtée pour résoudre un petit souci. Mouya, j'ai mis votre présentation. Ah oui, vous devez mettre votre présentation en mode présentation. Je l'ai fait pour mon écran, pour mon ordi. Oui, mais nous ne visionnons pas le mode présentation de votre part. Nous allons faire une petite pause maintenant pour régler ce petit problème technique. Ensuite, nous allons continuer, d'accord? Hmm.
Mouya, une autre chose que nous pouvons faire, je regarde le manuel de l'utilisateur. J'aimerais savoir si vous pouvez visionner mon écran. Pas encore, mais voilà, le voilà. Nous pouvons visionner votre écran maintenant. Et oui, c'est mode présentation, alors ça marche. Alors, à partir de l'année 1980, nous avons constaté que les définitions de la Zambie sur les handicaps ont eu un impact sur le débat national, ce qui est clair pour plusieurs pays. Mais si lorsque nous avons mené une enquête plus sensible pendant l'année 2006 avec une définition différente sur l'aspect de handicap, la prévalence a été de 13,4%. Alors, nous avons vu qu'il y avait une prévalence de 7,7% en 2015. Voilà la différence entre les années 2006 et 2015. Alors, il est très important de comprendre les méthodologies et les définitions utilisées dans chaque pays pour interpréter le handicap dans ce cas en Zambie. Alors, nous avons une intervention de la part de l'OIT et comme nous sommes mis à numériser et automatiser les processus pour établir un système d'évaluation et certification de handicap. Alors, il y avait 5000 personnes certifiées comme des personnes handicapées, mais le chiffre a augmenté à 200 000. Et nous avons acheté des matériaux des ordinateurs, des caméras pour soutenir le développement de ce système. Et nous avons développé une appli hors ligne pour soutenir la registration, l'inscription en continu des personnes handicapées dans les zones avec une mauvaise connectivité Internet. Nous avons soutenu également l'évaluation, la certification dans 5 provinces. Il faut savoir que la Zambie a un total de 10 provinces. Nous avons proposé une équipe multidisciplinaire telle que le ministère de Services sociaux, le système les services d'information nationale de la Zambie, le ministère de la Santé, de l'Éducation et l'Organisation des personnes handicapées. Et nous nous sommes assurés d'utiliser une terminologie standard dans la base de données. Quels sont les défis que nous voyons autour de la protection sociale, surtout pour la certification des personnes handicapées? Alors, nous devons avoir une législation très claire en Zambie. Cela a eu un impact en matière de la manière de définir les personnes handicapées. Nous avons la loi des personnes handicapées, c'est la loi 6 et le système d'information de gestion de personnes handicapées introduit en 2012 à travers la législation nationale sur les personnes handicapées. Ensuite, nous sommes passés à l'année 2012, au moment où la législation a été révisée pour être en ligne avec la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées. Auparavant, les personnes handicapées recevaient des postes de travail, mais de manière plus fragmentée. Mais maintenant, nous avons modifié la législation et cela a soutenu une révision de toute la législation. Alors, nous avons reconnu un système d'information sur les informations sur les personnes handicapées pour fournir des données en temps réel pour les personnes handicapées dans différents centres dans le pays. Nous avons également constaté des challenges en matière de définition là dans différentes zones du pays, le handicap est défini de manière différente. Par exemple, dans certaines zones, les handicaps étaient définis sur la base médicale.
l'absence de la capacité de faire quelque chose du point de vue médical. Mais en 2024, lorsque la législation a été approuvée, nous avons constaté une définition tout à fait différente du handicap. Et maintenant, le handicap est une interaction aussi d'une personne qui peut avoir des difficultés, des troubles, des barrières dans la communauté. Alors, pour la Zambie, nous définissons le handicap d'un point de vue tout à fait différent. Et nous avons incorporé ces définitions. Voilà. Alors, nous avons des défis opérationnels également. En 1968, le Conseil de Zambie pour les personnes handicapées fournissait des emplois protégés pour les personnes handicapées dans 17 centres dans les pays. Mais cela ne il n'y avait pas de relation avec le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé et le ministère de la Protection sociale. Il n'avait pas de communication. L'intervention que vous voyez sur la gauche est ce que nous avions dans le domaine de handicap, une carte qui permette aux personnes handicapées de l'utiliser. Le problème que nous avons rencontré, c'était la destruction de cette carte. Nous avons créé un système qui est généré localement au niveau de la Zambie, qui peut être donc présenté comme certification et qui peut être utilisé en toutes circonstances. Ensuite, nous avons une plateforme numérique. Il y avait beaucoup de problèmes de paperasse qui compliquaient les choses et nous avons donc créé ce système qui peut être utilisé directement de manière numérique pour éviter les papiers qui peuvent être perdus et autres. Donc nous avons un système d'inscription sur les plateformes pour les différentes communautés. Nous sommes présents dans différents endroits, dans les écoles, et nous avons une plateforme numérique donc utile pour les personnes handicapées sans papier. Alors, quels sont les avantages? Nous avons constaté qu'il y avait beaucoup d'intérêt au niveau politique à soutenir la protection sociale dans le pays. Donc, nous avons une politique de protection sociale nationale, nous avons une politique nationale pour les handicapés, pour les personnes âgées, pour les travailleurs. Nous avons différentes commissions d'habilitation économique des citoyens aussi, une commission électorale en Zambie. Tout cela vise à aider les différents groupes de personnes, y compris les handicapés. Nous avons un système qui est préparé pour lutter contre les fraudes. Nous avons un système très robuste maintenant et, comme je l'ai dit, l'OIT a permis à la Zambie de s'organiser dans ce sens. Nous avons travaillé sur le vol de données, sur la perte de données et maintenant, depuis l'année 2020, nous avons un système centralisé qui nous permet de voir qui est inscrit où, dans quelle partie du pays, dans la partie urbaine ou rurale. Nous avons un système de données en temps réel qui nous permet de travailler avec les personnes, les maladies comme le diabète et autres, et nous suivons de cette manière la dynamique de la population à travers ce système. Nous voulons renforcer la coordination dans le domaine de la santé aussi. Les personnes, l'éducation ont besoin de ce soutien. Si l'on peut avoir un système robuste qui permette de travailler avec les personnes handicapées, cela va nous permettre de voir des améliorations dans ce secteur. Dans notre évaluation du handicap et l'inscription des personnes handicapées, nous avons vu
et nous avons fait participer des personnes handicapées elles-mêmes, ce que vous voyez ici sur l'écran, 2 femmes qui sont handicapées et qui participent à ce système. Quels sont les avantages? En tant que pays, nous avons constaté que ce système numérisé permet d'être plus accessible, plus pratique. On peut utiliser directement l'ordinateur ou le téléphone portable pour entrer en contact avec le système de sécurité, et nous avons aussi un système d'autorisation pour entrer dans le système qui est sûr. Nous avons différents types de rapports, de données ici qui sont disponibles. Et pour la Zambie, l'avantage d'avoir ce système est vraiment important. Nous incluons les employeurs qui emploient des personnes qui sont handicapées. Ces employeurs vont recevoir des bénéfices. Nous avons aussi accès à un système d'assistance auprès du public. Nous avons un système de recrutement des travailleurs pour s'assurer qu'ils participent donc à cette approche incluant les handicapés, et nous avons un système interopérable avec l'espace de protection sociale. Par conséquent, l'évaluation du handicap dans tous les pays est très important. Il faut s'assurer que le cadre juridique est bien défini, et le développement du système doit fournir un soutien permanent, permettre d'engendrer des données concernant le handicap, et ce processus peut être cher, mais il faut inclure toute ce système de carte des handicapés qui permet aux personnes de présenter ici leur carte et de faire respecter leurs droits. Voilà, c'est l'expérience que nous avons eue en Zambie, et j'en ai maintenant terminé. Je vous ai présenté notre système numérique de Zambie. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Vous avez fait du bon travail. C'est passionnant de voir que la Zambie a abordé le thème de l'inclusion des personnes handicapées et a compris aussi l'importance de l'approche juridique et de l'approche numérique en tenant compte des innovations dans ce domaine. C'est excellent. Je rappelle à tous les participants que vous avez une partie pour les questions et aux réponses dans laquelle vous pouvez envoyer vos questions de façon que ensuite Moya y réponde. Nous allons redonner la parole à Madame Fuong. Nous reprenons à la diapositive numéro 3. Allez-y, Madame Fuong. Madame Fuong est en train d'afficher sa présentation sur l'écran de Zoom. Une petite minute. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous m'entendez d'abord? Oui, on vous entend très bien, on vous entend mieux, hein? Allez-y. Allez-y, vous avez la parole. Bien. Alors, est-ce que vous pouvez me confirmer que l'on voit ma présentation sur l'écran? On vous donne la parole, et lorsque vous avez fini de présenter cette diapositive, vous nous le dites, on passe à la diapositive suivante. Nous nous occupons de changer les diapositives. Parfait, merci beaucoup. Je suis navrée d'avoir dû interrompre la conférence. Non, il n'y a pas de problème. Allez-y, allez-y. Bien. Donc, je vous parlais
du système de la sécurité sociale au Vietnam avec les disparités entre les hommes et les femmes. La première lacune qui existe est en matière de couverture, parce que, dont j'ai parlé, hein, la lacune en matière de couverture, les femmes ont tendance à quitter le système d'assurance sociale à un rythme élevé pour différentes raisons, en particulier la responsabilité des soins. Et il y a des préoccupations concernant les femmes les plus jeunes, ce qui est un problème. Et nous avons un besoin concernant la maternité. Seuls 40% des femmes qui accouchent reçoivent des prestations de maternité en espèces. Ensuite, la couverture sociale, hein, vous voyez ici que les femmes, 16% des femmes âgées de plus de 65 ans, bénéficient d'une pension d'invalidité, alors que pour les hommes, on a 27%. Vous voyez la grosse différence. Il y a donc un écart de 20% entre les hommes et les femmes. Donc, cette brèche est vraiment très importante et elle est due à la différence de temps accumulé pour la cotisation des services d'assurance sociale. Par conséquent, on voit qu'il y a une grande différence et en 2021, seulement 20% des femmes vietnamiennes, on a 1,5 million de femmes au Vietnam qui auraient dû être couvertes et qui ont accouché et qui n'avaient pas de couverture médicale. Donc il nous faut réduire cette brèche entre les genres et il nous faut aborder le problème lié à la couverture sociale et les différences entre les genres. Donc nous avons mis en place une amélioration de notre système de sécurité sociale pour que ce système devienne durable. Prochaine diapositive. À partir de là, depuis l'année 2020, nous avons eu une collaboration entre l'OIT et notre syndicat de femmes vietnamiennes pour améliorer la connaissance factuelle sur les écarts entre les hommes et les femmes en matière de protection sociale au Vietnam. Et nous voulons aussi nous centrer sur les preuves qui existent dans le domaine de ces lacunes au niveau des protections sociales. Nous voulons aussi élaborer des options politiques qui visent à promouvoir un plan de développement durable qui tienne compte des sexospécificités. Nous voulons aussi tenir compte des différents et faire participer les différentes parties prenantes. Par ailleurs, nous voulons renforcer les capacités des femmes vietnamiennes à tous les niveaux à travers le matériel de formation, le plaidoyer et les connaissances en matière de psychologie sociale, normes et compétences et autres. Quelques réalisations. Alors,
Nous avons une nouvelle loi d'assurance qui a été approuvée en 2024 et il y a eu également quelques impacts qui sont arrivés de la main de cette législation. Un système de pension multicouche, pardon, qui a été établi en 2024, l'expansion de couverture pour les travailleurs en situation de emploi informel. Il est vraiment très difficile de l'entendre. Elle a beaucoup de soucis avec son audio. On a également témoigné d'une expansion des bénéfices maternels du congé maternité pour les femmes dans le secteur informel. On a également augmenté les normes de adéquation de sécurité sociale, d'assurance sociale qui ont augmenté de plus de 80% entre 2021 et 2024. Madame Dao, Madame Fong, nous avons beaucoup de soucis avec votre audio. Ce que vous pouvez faire, c'est de rester très proche de votre micro sans bouger. Sinon, nous allons perdre votre intervention, vos paroles, d'accord? Alors, vous m'entendez maintenant? Oui. Maintenant, nous vous entendons. Alors, gardez la même position pour que vous projetiez votre voix de manière cohérente et uniforme. Alors, je vais passer à la dernière diapo. Alors, on passe à la diapo suivante, s'il vous plaît. D'accord, merci, la voilà. Alors, nous parlons beaucoup des changements mondiaux. Alors, nous avons décidé de adresser les risques liés spécifiquement au genre. Également, nous devons fermer les lacunes qui continuent à exister en matière d'inégalité des genres, en matière d'égalité plutôt des genres. C'est surtout lié aux responsabilités des soins qui ne sont pas payés et dont les femmes sont responsables. Alors, nous avons renforcé la protection pour les travailleuses qui se trouvent dans l'économie formelle également. Même chose pour les minorités ethniques. Les lacunes en matière de protection sociale doivent être comblées, en particulier pour les travailleuses de l'économie informelle. Des meilleures opportunités doivent exister pour les femmes qui se trouvent dans l'informel. Il faut avoir un meilleur système de protection sociale pour les femmes et les filles qui répondent, c'est un système qui répond aux inégalités qui existent toujours. J'ai mentionné différentes politiques qui ont été mises en place. Il y a plusieurs bénéfices multicouches tels que les bénéfices liés au congé maternité, etc. Alors,
C'est pour faciliter une transition à une économie plus juste et plus verte aussi. Merci beaucoup, Madame Dao, de votre présentation. Et nous avons témoigné de quelques soucis en matière de connexion, mais en général, votre présentation a été plus ou moins claire. Pour les participants, nous avons affiché les contenus de la présentation de Madame Fong dans les chats. Alors, vous pouvez y accéder afficher vos questions sur la base de la présentation qui vient d'être affichée. Alors, j- notre prochaine intervenante va parler du rôle de l'Union des femmes et aussi, non seulement pour les femmes, mais aussi pour les personnes handicapées. Cela est vraiment lié au travail de l'OIT et il est important de voir que cette union joue un rôle tellement important. C'est un apprentissage très important pour les autres régions. Pour partager les connaissances, le projet de Irish Aid se trouve maintenant en Afrique et il inclut également le Vietnam. Alors, il s'agit d'une occasion d'apprentissage sud-sud. Et je pense que ces présentations-là nous fournissent des opportunités vraiment excellentes. Maintenant, je vais passer au dernier présentateur, Monsieur Sergio Falanger. Vous pouvez prendre la parole, Sergio. Merci de m'écouter. Je représente la plateforme de la société civile du Mozambique orientée à la protection sociale. Maintenant, j'aimerais partager notre expérience concernant le rôle de la société civile, des organisations de la société civile au Mozambique. Également, je partagerai la mise en place des programmes de protection sociale que nous avons entrepris depuis quelques ans. Et démontrerai également l'importance des OSC en matière de participer aux efforts dans le but de mettre en place ces efforts, ces initiatives pour fournir aux populations les plus vulnérables l'accès aux services nécessaires et pour qu'ils puissent mener une vie digne. J'aimerais mettre de l'emphase sur le fait que l'efficacité de ces programmes engage ou implique un suivi participatif pour que nous nous assurions que les ressources soient distribuées de manière juste et efficiente. Dans ce processus, comme je viens de dire, le rôle des OSC dans ces cas, c'est-à-dire plus spécifiquement en matière de suivi, il y a les besoins des OSC de montrer la pertinence de tout cela parce que ces initiatives jouent un rôle très important dans la mise en place des politiques qui agissent comme médiateurs entre les communautés et le gouvernement, les entités du gouvernement pour aussi encourager la transparence et être transparente. Dans notre gouvernement, nous accompagnons les politiques développées, nous suivons les changements également pour éviter des problèmes clés et très importants tels que la corruption. Dans ce but, en tant que plateforme de la société civile, nous avons développé un programme que nous appelons Suivi indépendant de la communauté. En tant que plateforme, nous avons lancé notre plateforme en 2012 et nous avons démontré que nous sommes un acteur clé dans les différents programmes de protection sociale
notre focus est sur les programmes de base de protection sociale, bien sûr, au Mozambique. Nous avons également répandu notre programme à différents domaines tels que l'aide dans des situations d'urgence durant la COVID et nous l'avons étendu aussi dans le but de fournir un soutien aux communautés de santé. Nous continuons à suivre la mise en place et la qualité de ces programmes-là dans le but de consolider une base robuste pour une meilleure société. Ce suivi de la communauté que nous appelons MCI place les communautés au top, en priorité, et combine des individus avec les communautés et les institutions et également les familles pour mettre en place des meilleurs programmes. Nous plaçons les bénéficiaires au centre pour qu'ils puissent jouer un rôle clé et pour qu'ils profitent des bénéfices du programme et pour qu'ils également s'aperçoivent des ressources disponibles et pour mettre de l'emphase sur les investissements faits par l'État en faveur des personnes vulnérables. Alors, les objectifs principaux sont les suivants. Nous voulons encourager les mécanismes participatifs de suivi, l'accès à l'information pour promouvoir un dialogue communautaire, former les membres des communautés en elles-mêmes et avoir ou développer les outils nécessaires pour que les citoyens puissent faire partie active de ce niveau de suivi, de ce suivi, et aussi pour mener un plaidoyer. Il est important de dire que nous devons comprendre comment ce programme est mis en place, quels sont les impacts de ces implémentations et comprendre les défis et les lacunes qui existent au sein de la communauté pour atteindre pour concrétiser les efforts de plaidoyer et pour avoir davantage de programmes et pour cela, nous devons recueillir des preuves de la part des communautés de base. Alors, notre MCI a créé des questionnaires anonymes qui peuvent être remplis par le bénéficiaire. Nous avons un responsable de suivi de la communauté. Il s'agit d'un individu qui fait lui-même partie de la communauté. Il est bien connu par la communauté et les bénéficiaires se sentent plus à l'aise lorsqu'ils parlent à cet individu-là parce que c'est quelqu'un qu'ils connaissent déjà. Alors, nous sommes maintenant dans l'étape de faire ou de mener à bien ces questionnaires anonymes. Nous analysons les frises chronologiques des paiements pour savoir où se trouvent les bénéficiaires et quels sont les liens entre les programmes pour mener à bien nos entretiens. Après les interviews, encore une fois, de manière individuelle et anonyme, nous passons au niveau groupe focaux. Alors, à cette étape, nous invitons les bénéficiaires qui ont été interviewés et ceux qui n'ont pas été encore interviewés et pour ceux qui ne fassent pas partie, qui ne fait pas partie, qui ne font pas partie du programme, mais qui font partie de la communauté. Alors, nous invitons les responsables des quartiers pour qu'ils participent à ces groupes focaux dans le but de valider les informations qui ont été offertes de manière individuelle. Ainsi, nous constatons si ce que nous avons vu au niveau communautaire est exactement ce qui est perçu par les bénéficiaires et le non-bénéficiaire. Ensuite, nous faisons une sélection des problèmes, les trois problèmes les plus fréquents et nous constatons également les aspects positifs, c'est-à-dire les aspects que le groupe Focus ont détectés. Alors, nous avons des situations, des individus qui se trouvent dans une situation de vulnérabilité, mais qui ont été
C'est adressé à un département spécifique pour recevoir le soutien pour gagner de l'accès à ces programmes-là. Certains problèmes de ces systèmes sont résolus au sein de la communauté, d'autres sont abordés d'une autre manière. À partir de ce groupe focal, nous passons à une autre étape qui est l'étape de plaidoyer et de habilitation. Avant toute chose, c'est le moment de donner, d'offrir notre soutien aux points clés. Nous travaillons avec la communauté, avec les bénéficiaires de ce programme social. Nous essayons de réunir les leaders de la communauté et nous appelons aussi les délégués à travailler avec nous et les responsables au niveau du district ou du département, les responsables gouvernementaux et les autres institutions concernées, système d'inscription, autorité de la santé, qui sont donc au niveau du département, les bénéficiaires, les non-bénéficiaires, et peuvent donc avoir la possibilité de mentionner les problèmes qu'ils rencontrent eux-mêmes, hein, ou de, ont la possibilité de demander des explications des cas et qu'ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que cela ne marche pas, pourquoi mon voisin a droit à et, ce système de couverture sociale et moi non. Voilà, donc c'est le système, c'est un petit peu les questions qui nous proviennent de la communauté et auxquelles nous répondons. Pourquoi est-ce que mon voisin reçoit un montant supérieur à celui que je reçois? Ce type de questions, hein, que nous recevons et auxquelles nous essayons de répondre au niveau du département. Et les représentants des gouvernements et de l'Institut national d'action sociale doivent répondre clairement à ces questions. Par conséquent, c'est la communauté et le gouvernement qui doit expliquer pourquoi, par exemple, quelqu'un reçoit des subventions, une allocation de tel montant, quels sont les moyens de recevoir ce type de couverture, de façon à ce que les différentes parties prenantes puissent participer, car certains bénéficiaires ne peuvent pas accéder, par exemple, à leurs allocations parce ils ont un problème d'identité non et qui ne fonctionne pas. Donc, on essaie de confirmer tout cela pour que ces personnes aient leur couverture sociale et médicale. Ce moment-là, cette étape-là s'appelle la réunion avec les parties prenantes au niveau du département. Ensuite, nous prenons note de tous les commentaires qui nous sont faits, comme commentaires positifs et négatifs. Nous comprenons qu'il y a certains problèmes qui ne peuvent pas être résolus de manière globale. Nous essayons de travailler au niveau local, d'aborder les questions positives et négatives. Nous travaillons au niveau du plaidoyer au niveau local. Nous collectons les informations, nous faisons un rapport national, rapport départemental, rapport national. Ce rapport va fournir des informations de niveau départemental et national avec toutes les informations. Ensuite, ce que nous faisons grâce à cette approche, hein, nous travaillons au niveau de l'Institut national d'action sociale qui se trouve dans la capitale du Mozambique, à Maputo, et nous présentons ce document et nous partageons toutes ces informations avec clarté
et c'est ce que nous appelons le plaidoyer basé sur des preuves. Ce document sera ensuite partagé au niveau financier, partagé aussi avec les membres du Parlement, partagé avec les partis politiques aussi du pays, du Mozambique, dans le but de partager et tout ce qui concerne les besoins et les défis de ce programme afin de couvrir le nombre de personnes qui bénéficient de cette couverture sociale et de base, hein. Nous avons un système qui nous permet de rencontrer les partenaires des actions sociales qui appartiennent à cette organisation internationale, comme par exemple les représentants de l'OIT, de façon à de nouveau travailler sur des preuves avec les responsables au niveau du Mozambique pour faire un plaidoyer, s'assurer que les décideurs politiques vont continuer à exécuter ce programme qui est un programme positif pour la communauté. Ensuite, nous avons un système de contrôle qui fonctionne dans la plupart des programmes qui permet, ce système permet de collecter des données concernant le fonctionnement du programme et tout cela contribue à une communication, un dialogue fluide entre la communauté et les services. Ici, on voit donc l'adaptation et l'amélioration permanente du programme, mais nous avons aussi un espace qui permet de résoudre les problèmes qui peuvent surgir au niveau local afin de trouver des solutions adéquates aux besoins spécifiques de la communauté. Nous avons différents types d'instruments politiques, un système d'information collectée qui nous permet de travailler avec le gouvernement, avec le Parlement et avec les autres parties prenantes pour renforcer les changements et améliorer notre programme de couverture sociale de base. Cela permet aussi de renforcer ce programme social. Nous essayons de garantir aussi que ce programme va pouvoir aider les populations les plus vulnérables de manière à améliorer la transparence parce que nous participons au paiement de subventions et nous fournissons un soutien. Donc, dans ce domaine, nous avons accès aux contrôles qui ont été faits dans ce cadre et nous avons différents systèmes qui nous permettent de vérifier les listes de bénéficiaires. Par exemple, certains de ces bénéficiaires, il faut le dire, ne savent pas écrire ou lire. Il y en a d'autres qui, par contre, sont capables de lire et écrire. Donc, ces bénéficiaires qui parfois ne savent pas écrire et signent avec l'empreinte digitale de leur empreinte, hein. Donc, ces personnes ne peuvent pas lire et écrire. C'est important de les identifier pour savoir qu'ils sont donc analphabètes. Avant de commencer la procédure, nous les identifions. Excusez-nous, Sergio, on va vous demander de conclure pour une question de temps. Oh, très bien. J'essayais de parler doucement de façon à ce que les interprètes puissent me suivre et j'ai mis un peu plus de temps que prévu à faire ma présentation. Je voulais vous expliquer un petit peu comment fonctionnait notre processus de paiement. Nous avons un système d'aide et d'accompagnement lors du paiement de cette allocation. Nous participons donc à travers tous ces systèmes au programme
de politique sociale du Mozambique. Merci Sergio, de nouveau une présentation très claire qui nous montre le rôle de la société civile pour mettre en place et garantir l'inclusion de la protection sociale et comment passer du rôle que jouent les syndicats au rôle que doit jouer la société civile. Donc c'est une très bonne combinaison de garantir l'inclusion. Bien, il nous reste quelques minutes. Et ce que nous allons essayer de faire maintenant, c'est d'aller à la partie des questions et des réponses de façon à ce que l'on réponde hein, aux questions qui sont posées. Jusqu'à maintenant, nous avons répondu à quelques questions, mais il en reste encore quelques-unes. Donc, nous allons essayer d'y répondre. Et il y a une question qui a été posée en portugais que nous allons traduire. Nous allons demander ensuite à M. Falanga d'y répondre. Donc, parmi les questions qui ont été posées, il y en a une qui porte sur la question d'interopérabilité. Donc, on aimerait que l'intervenant revienne et nous explique un petit peu comment fonctionne cette interopérabilité des plans futurs ou actuels du système d'information et de gestion du handicap et des personnes handicapées au niveau du ministère de la Santé. Alors, Mouya, est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de ce problème? Allez-y, vous avez la parole. Merci, merci. Merci, Félix. Alors, je dirais que ici, l'importance de l'interopérabilité, c'est que cela permet de mettre en place un système de soutien technique et financier de la part du gouvernement. Il faut comprendre que lorsqu'un enfant handicapé est né aujourd'hui, nous devons d'abord l'inscrire de façon à ce qu'il puisse recevoir des aides. Donc l'interopérabilité nous permet de capturer, de saisir les données depuis le début et ensuite, à partir de problème d'un enfant qui vient de naître ou d'un problème qui peut arriver pendant la vie d'une personne, d'inclure cette personne dans notre système. C'est la même chose que le système d'éducation. Lorsqu'une école ouvre pour la première année, on va avoir des nouveaux apprenants qui vont rentrer dans le système d'éducation. Eh bien, c'est la même chose pour le système de Zambie dans le domaine de la couverture médicale. Nous essayons de voir quelles sont les personnes handicapées qui ne sont pas inclus dans le système, nous les incluons et nous essayons d'avoir un système qui soit interopérable pour suivre ces personnes dans le futur. Merci Moya. Une autre question qui vous est destinée et qui est très intéressante, qui porte sur les encouragements qui sont donnés aux personnes atteintes de handicap. Peut-être que vous pouvez nous parler un petit peu plus de ce problème parce que vous le savez, un problème d'inclusion concernant les personnes handicapées et le travail, un problème donc grave. Comment est-ce que vous faites pour encourager les professionnels à inclure les personnes handicapées sur le marché du travail? Eh bien, je dirais que on ne s'était pas rendu compte du niveau de demande de personnes pour ce certificat de handicap. Donc, si vous avez ce certificat d'handicap et à côté ou présenté avec votre candidature, il est très souvent possible d'obtenir ce poste. Donc, il y a un bénéfice ici pour toute personne handicapée qui sera employée dans une entreprise. La personne qui emploie ce handicapé aura droit à des bénéfices importants. Donc, dans le secteur privé, on en tient compte, on a de très bons exemples. Je vous expliquerai rapidement. Dans un environnement dans lequel il y a beaucoup de bruit, par exemple, une personne qui a de graves problèmes
d'écoute, hein, et une personne sourde ne va pas souffrir du bruit et va pouvoir travailler dans ce secteur sans problème. Et au niveau du secteur privé, on constate qu'on essaie d'identifier différents types de handicaps pour donner du travail à ces personnes dans différents environnements de l'entreprise. Est-ce que ça se passe seulement dans la ville capitale, Lusaka, c'est-à-dire que je parle de ces incitations qui sont utilisées dans est-ce que ce sont des incitations utilisées partout dans le pays ou est-ce que c'est limité à la ville capitale? Oui, il y avait un collègue qui a posé une question sur ces interventions. La Zambie est un pays surtout rural, mais nous avons une bonne présentation au niveau urbain. Mais dans les zones rurales, nous devons beaucoup investir pour introduire des changements parce qu'il y a une brèche très grande en matière d'information dans les zones rurales. Par exemple, maintenant, il y a un boom d'emploi dans la commission de services d'enseignants. Les personnes atteintes d'épilepsie, ils se présentent, ils sont en train de mener un plaidoyer et ils demandent est-ce que je peux avoir un poste de travail? Mais nous leur disons, vous devez à traverser tout un processus d'évaluation fonctionnelle pour être certifié, pour savoir si l'épilepsie est vraiment un handicap ou non pour vous. Alors, la lacune d'information est très large et nous avons aussi une brèche linguistique, non seulement en matière de langue de signes. Alors, nous avons aussi une version plus simple avec des grandes lettres. Merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais passer à Sergio. J'ai trois questions pour vous. La toute première est la suivante. Est-ce que vous avez un système de mécanisme de plainte au niveau national au Mozambique? Et ensuite, pouvez-vous nous éclaircir sur les types de relations qui existent entre la société civile et le gouvernement pour pouvoir faire ce suivi sur la mise en place, l'assignation de l'affectation de ressources, c'est-à-dire comment les OSS euh, se relationnent avec le gouvernement? Merci, mais nous avons un système au niveau national. Malheureusement, c'est un système qui est faible au niveau communautaire et c'est un système qui n'est même pas clair pour les bénéficiaires. Ils ne savent pas si il est sécur d'utiliser ce système pour présenter ou déposer leur plainte. Alors, voilà un des défis auxquels nous faisons face. Concernant la collaboration entre la société civile et le gouvernement, nous avons établi une bonne relation. Nous utilisons des feuilles, des formulaires qui sont utilisés pour identifier les bénéficiaires, ce qui est possible grâce à l'ouverture que nous avons atteint au sein de communautés. Alors, voilà un de nos défis, mais nous avons réussi à montrer que ce suivi nous permet de rechercher les preuves et identifier les défis auxquels notre gouvernement fait face pour améliorer le service de protection sociale au Mozambique. Merci, Sergio. Une autre question, une double question. Pouvez-vous dire que vos activités de suivi communautaire ont conduit à une plus grande inclusion, un meilleur équilibre de genre et aussi l'inclusion de euh, personnes handicapées? Et aussi, comment est-ce que les différentes associations collaborent les unes avec les autres pour faire que ces agendas soient mis en place?
un des aspects sur lesquels nous avons mené notre plaidoyer est lié avec l'inclusion des femmes. En fait, il y a plusieurs personnes âgées qui prennent soin de leurs enfants ou de leurs petits-enfants. Ce sont des enfants qui ont peut-être perdu leurs parents, alors ce sont les grands-parents qui doivent y prendre soin et nous devons les protéger. Nous devons également lutter contre les violences à l'égard des genres. Et nous fournissons des avocats pour que les femmes puissent avoir accès aux services sociaux de base. Et nous avons également identifié des questions d'inégalité de genre. Nous avons lutté contre l'exclusion des femmes âgées, parce que, comme j'ai dit, parfois, les femmes souffrent des violences conjugales ou des violences domestiques et elles jouent un rôle très important au sein de leur famille. Nous avons 38 organisations de la société civile qui s'y engagent et il y a alors différentes organisations qui font partie de cette plateforme. Les personnes handicapées au Mozambique font partie de ces plateformes-là. Nous avons le forum des personnes âgées, le forum des femmes, parmi d'autres forums, et nous nous concentrons toujours sur le travail qui est mené. Alors, il s'agit d'une plateforme qui réunit toutes les organisations de la société civile au niveau national. Merci, Sergio. Nous nous rapprochons de la fin de notre séance aujourd'hui. Avant de continuer, j'aimerais revenir sur la présentation de la Zambie et j'aimerais adresser cette question en particulier sur la durabilité du soutien à la certification de personnes handicapées et d'autres activités. Nous savons tous que l'économie globale change au quotidien et les problèmes de financement sont devenus une inquiétude très importante pour ceux d'entre nous qui travaillent sur la protection sociale. Monsieur J, est-ce qu'il y a des manières que vous avez pour soutenir l'inclusion des personnes handicapées en Zambie? Étant donné la situation actuelle. Alors, c'est une question vraiment pertinente et c'est une question qui n'est pas seulement liée à la Zambie, c'est une question euh, globale. L'environnement, le contexte mondial a beaucoup changé et nous faisons face au défi d'obtenir le financement pour la protection sociale. C'est là où nous devons revenir sur la considération de l'objectif de plusieurs chantiers pour le développement que nous menons à bien. Les principes qui nous ont guidés dans notre agenda ODD 2030 sont toujours là. Les principes Leave No One Behind, ne laisser personne de côté, s'assure de faire en sorte que notre travail se concentre sur les personnes vulnérables, sur les personnes qui sont le plus dans le besoin. Qu'est-ce que ça veut dire pour plusieurs partenaires pour le développement, l'OIT, y compris l'OIT? Nous devons nous concentrer pour euh, réussir à ce que nos interventions soient inclusives pour adresser les questions liées aux plus vulnérables. Ce que ça veut dire pour la Zambie en matière de la durabilité des actions d'inclusion, c'est que nous devons être attentifs à la diversification de sources de financement. Dans le cas de la Zambie, nous dépendons toujours des partenaires pour le développement, des donateurs, des agences de aide sociale pour soutenir notre plateforme.
plateforme. Alors, nous avons besoin de passer à des sources de financement qui soient plus durables et où le gouvernement joue un rôle plus important en matière de mobiliser des ressources pour nous assurer que les services de protection sociale continuent à être financés et soutenus. Cela implique les sources contributives et non contributives dans le but de nous assurer d'atteindre un équilibre, une bonne solidarité et un partage des ressources générées à partir du progrès économique de chaque pays. Alors, je pense que c'est quelque chose dont nous avons besoin et ça mérite une discussion plus approfondie pour savoir exactement comment le financement. Et oui, en fait, je crois qu'il est vraiment important que Madame Fung adresse cette question avant de clôturer la réunion. La présentation qu'elle a donnée a été vraiment intéressante. Madame Fung, pour répandre les bénéfices du congé maternité au Vietnam, quelles sont les priorités sur lesquelles les syndicats des femmes vietnamiens devraient se focaliser? Si vous pouvez nous éclaircir, ce serait vraiment magnifique. Merci. Vous avez la parole, Madame Phuong. Vous devez mettre votre micro actif. Oui. C'est une question vraiment intéressante et je crois que je l'ai déjà mentionné dans une des diapos. Dans l'avenir, le syndicat des femmes vietnamiens va se focaliser sur des programmes pour adresser les questions spécifiques liées au genre. Nous Nous avons collaboré avec l'OIT pour demander de leur soutien pour l'analyse des données spécifiques au genre. Nous, nous sommes concentrés également sur le développement d'une base de preuves de genre pour fournir aux membres de l'Assemblée nationale des informations liées au genre. Et je parle de membres de l'Assemblée nationale qui vont travailler avec nous et qui vont et ont joué un rôle clé comme décisionnaire et comme législateur. Alors, en tant qu'organisation représentant les femmes, nous nous concentrons sur le renforcement des capacités des femmes et nous avons également préparé différentes options politiques telles que des briefings de politique, des séries, des données, des recueils de données analysant les inquiétudes liées au genre dans le but de, euh, d'adresser les problèmes actuelle des femmes, surtout pour celles qui ne sont pas couvertes par le système de protection sociale. Un des aspects le plus important sur lesquels nous allons nous concentrer, c'est de nous concentrer ou de mener un plaidoyer sur les bénéfices multicouches pour le congé maternité, surtout pour les femmes qui ne sont pas encore couvertes. Par exemple, les femmes handicapées et qui sont une minorité assez importante. Au niveau national, nous allons travailler
avec les responsables des politiques pour leur fournir des informations remplies et exhaustives sur les données de genre et à un niveau plus granulaire, nous allons renforcer les capacités de tous les deux, le personnel des syndicats des femmes et les femmes en elles-mêmes pour définir leurs droits. Et je crois que dans notre rôle, ça sera notre priorité. Merci. Je crois que c'était très clair. Donc, la création de preuves, notamment le plaidoyer auprès des parlementaires, renforcer les capacités et bien sûr collecter les données. Il nous reste encore 1 minute. Je vais demander à Sergio de répondre à la dernière question qui vient de nous arriver. Et quelles sont les stratégies utilisées pour garantir le renforcement de capacité des CSO au niveau de la population au niveau le plus proche de la population? Oui, alors le lancement de ce type de plan demande vraiment de renforcer les compétences. À notre niveau, nous essayons de former les organisations qui participent au niveau de la communauté parce que c'est une entrée, c'est la porte d'entrée qui permet d'accéder aux services offerts à la communauté. La plateforme nous permet d'entrer en contact avec les ressources techniques, matérielles, financières pour financer ces organisations et utiliser ce système comme porte d'entrée. Voilà, donc c'est le système que nous mettons en œuvre. Nous essayons de former les organisations locales de façon à ce que ces projets puissent continuer à exister dans le temps. Nous faisons tous les efforts possibles pour que ces projets puissent continuer à être mis en œuvre. Merci beaucoup, Sergio. Je vais aussi profiter de l'occasion que j'ai maintenant pour vous dire que l'OIT coordonne et organise une initiative de renforcement de capacité à travers différents outils et modules qui sont ciblés sur des partenaires gouvernementaux qui travaillent dans le secteur de la protection sociale. Par conséquent, si vous cherchez des plans de renforcement de capacité destinés aux organisations de la société civile, vous permettant de devenir plus et de participer, disons, à cette modification de la société, à la transformation à travers le plaidoyer et à travers la formation, je vais vous envoyer ces pages et ces ressources pour que vous puissiez les utiliser. Eh bien, chers collègues, je vous remercie d'avoir participé activement à ce webinaire. N'oubliez pas de répondre à notre enquête qui sera à votre disposition à la fin du webinaire. Les enregistrements de la réunion seront aussi à votre disposition sur notre page web. Merci beaucoup.